Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité, qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est le procureur de la République, Yves Duppat. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'accepter notre invitation. Alors, l'actualité, c'est notamment le séminaire régional des services des douanes qui se tenait depuis mardi à la CPS et qui s'est terminé hier. 27 délégations venues de 60 pays de la région. L'objectif, c'était d'échanger sur les moyens de lutte contre les trafics de stupéfiants dans la région Pacifique. Quels sont les enseignements que vous tirez de ce séminaire? Est-ce que c'est un vrai problème aujourd'hui dans la région Pacifique, les drogues et notamment les drogues dures? La lutte contre les trafics de stupéfiants, c'est une problématique importante dans toute la région du Pacifique. Et ce séminaire était fort pertinent, a permis de donner un souffle collectif et constructif pour améliorer les échanges opérationnels. Déjà, partager l'état des lieux du trafic, les flux, les moyens des trafiquants, les nouvelles formes de trafic, les produits. Donc c'était vraiment très très intéressant, très très riche. Quels sont les territoires ou les pays les plus menacés dans la région? On sait qu'en Australie, il y a régulièrement des prises de drogue importantes. Il y a d'autres territoires qui peuvent être menacés par cette introduction de drogue dite dure? L'Australie reste la cible privilégiée des trafiquants, la Nouvelle-Zélande également, l'ensemble des pays, y compris des pays de plus petite taille. Tout le monde est exposé et j'allais dire, y compris la Nouvelle-Calédonie. Oui, il y a déjà eu des cas de saisie récemment. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ce type de délit? Alors, c'est effectivement un plan d'action que nous déployons avec les services de police, de gendarmerie et des douanes pour contrôler, pour verrouiller effectivement les importations, les flux à l'importation. Nous avons effectivement des entrées de différents produits de type cocaïne, méthamphétamine par colis postaux. Nous avons fait un certain nombre d'opérations de saisie et des enquêtes judiciaires qui ont porté leurs fruits. Et donc, nous restons particulièrement vigilants avec l'ensemble des services de sécurité intérieure pour éviter que la Nouvelle-Calédonie ne se trouve dans la situation très très compliquée et grave de la Polynésie française avec l'ICE qui vient notamment des États-Unis. Si ça rentre, c'est parce qu'il y a des consommateurs aussi, des gens intéressés forcément. Bien sûr. Et il y a une réponse pénale pour les gens qui s'apprêtaient à acheter ce genre de produit quand ils arrivent en Nouvelle-Calédonie ou qu'ils l'ont acheté? Alors nous essayons de décliner un accompagnement médical, notamment pour les consommateurs, parce que c'est d'abord un problème de santé publique pour les consommateurs et un problème de santé publique important pour les consommateurs. Quand on voit les conséquences sur des consommations, même d'herbes de cannabis, sur plusieurs années chez certains consommateurs qui terminent au centre hospitalier spécialisé avec de graves schizophrénies. Donc c'est vrai que la justice essaye d'insuffler un accompagnement médical dans les réponses pénales pour ces consommateurs. Parce qu'on parlait du risque de l'introduction de drogue dure en Nouvelle-Calédonie, c'est pas encore généralisé. En revanche, le cannabis, on a l'impression que c'est presque culturel et qu'il y a de la culture, il y a de la vente, il y a de la consommation. Est-ce qu'on a progressé là dans la prévention contre la consommation et contre la culture du cannabis? Alors, il est banalisé pratiquement. Il faut sensibiliser les Calédoniens au fait que cette banalisation n'est pas acceptable et que c'est une approche particulièrement dangereuse. Parce que le cannabis en Nouvelle-Calédonie comporte un taux de tétrahydrocannabinol, c'est la molécule, d'une toxicité particulièrement élevée, jusqu'à 35%. C'est un peu comme le cannabis de Madagascar. Donc un taux de toxicité très élevé et des conséquences graves sur l'organisme, sur la santé de ces consommateurs. Donc moi je tire toujours la sonnette d'alarme sur cette forme de banalisation
le cannabis, c'est un produit particulièrement toxique et l'herbe de cannabis de la Nouvelle-Calédonie est très toxique. Et c'est pour ça que nous luttons aussi sur les plantations, sur les cultures, avec des opérations de destruction qui sont conséquentes, qui sont surtout menées par la gendarmerie nationale. Et nous voulons absolument intensifier ces opérations de destruction des champs de cannabis. La répression ou les peines encourues par les cultivateurs ou les cannabiculteurs, comme on dit, ou les consommateurs, est-ce qu'elles sont à la hauteur et est-ce que vous y arrivez face au nombre d'actes de délinquance dans ce secteur? Alors, les délits de trafic de stupéfiants se situent à un niveau de peine encourue de 10 ans d'emprisonnement. Et c'est vrai que pour certains trafiquants, nous avons obtenu des peines fermes particulièrement conséquentes au cours de la dernière année, parce que c'est une réponse ferme qui doit être effectivement donnée à ce type de fait, parce que finalement ces trafiquants, non seulement ils mettent en danger finalement la vie des autres en cédant ces produits, mais aussi c'est toute la partie de l'économie souterraine qui est concernée par ce type de fait. Ces agissements ont un seul but, c'est de rapporter de l'argent. Et donc, de notre côté, nous veillons à mettre en place une politique dynamique en matière de saisie d'avoirs criminels. Des voitures. On a saisi dans une procédure de la police nationale de décembre 2022, l'on a saisi un chalet d'une valeur de 140 000 euros. Donc voilà, des actions qui visent à taper effectivement sur le volet le plus sensible, j'allais dire, c'est l'argent et la saisie des biens qui sont accumulés dans le cadre de ces agissements délictueux. Quand on parle de drogue et d'addiction, on a envie de dire que l'addiction numéro 1 en Nouvelle-Calédonie, c'est quand même l'alcool, et que c'est également l'élément central dans les actes de délinquance. Vous le confirmez, c'est vraiment le problème numéro 1 dans le domaine de la délinquance? L'addiction à l'alcool reste un fléau sur ce territoire. La situation est inquiétante. Je ne cesse de dire qu'il manque sur ce territoire une cellule territoriale de prévention et d'accompagnement en matière d'addiction à l'alcool notamment. Et effectivement, cette alcoolisation, on la retrouve dans la plupart des formes de délinquance. Le cambriolage, parce que finalement le cambrioleur a un premier but, c'est d'aller récupérer des bouteilles d'alcool dans les résidences ou dans les locaux commerciaux. Bien évidemment, les violences intrafamiliales. 80% de nos procédures de violences intrafamiliales sont marquées par un contexte d'alcoolisation, parfois massive, parfois de l'auteur comme de la victime d'ailleurs. Les violences sur la voie publique, là également, souvent effectivement dans un contexte d'alcool. Et puis bien sûr, la sécurité routière, avec ce constat habituel dans 70% des procédures de blessures involontaires ou d'accidents mortels, c'est l'abus d'alcool. Un conducteur qui, au mépris de la vie des autres, a pris son véhicule avec des taux parfois particulièrement élevés d'alcool. Là aussi, ces gens-là, la conduite en état d'ivresse, ils se retrouvent devant le tribunal. Est-ce qu'il y a des peines qui peuvent être vraiment dissuasives? Suppression de permis, beaucoup de gens qui peuvent conduire sans permis, suppression du véhicule. Quelles peuvent être les évolutions de la répression pour essayer de dissuader vraiment les consommateurs excessifs d'alcool? Alors, je pense qu'il est nécessaire que le code de la route de Nouvelle-Calédonie soit réformé. C'est effectivement un chantier qui est engagé par le gouvernement et c'est nécessaire, avec des peines qui soient davantage en ligne par rapport aux peines encourues dans l'Hexagone, notamment la conduite sans permis. Elle est réprimée de la peine de 3 mois d'emprisonnement. Dans l'Hexagone, c'est 12 mois d'emprisonnement.
avec des contrôles techniques réguliers. Ici, il faut attendre 20 ans pour qu'on puisse passer un véhicule au contrôle technique ou en cas de revente. Mais tout de même, il y a des dispositions effectivement territoriales qui doivent évoluer. Le parquet s'est montré de plus en plus répressif, notamment en matière de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Il faut quand même rappeler à vos auditeurs que la conduite donc en état alcoolique en récidive conduit à une annulation automatique du permis de conduire. C'est-à-dire que le juge ne peut pas apprécier l'opportunité ou non d'annuler le permis. C'est une annulation automatique. Même chose en ce qui concerne les stupéfiants. Donc, tout un travail, effectivement, a été mené en ce qui concerne la politique pénale. Nous avons effectivement tenu à réprimer davantage ces conduites sans permis en récidive, ces conduites en état alcoolique, et avec parfois, bien sûr, des orientations vers une peine d'emprisonnement ferme pour ces multirécidivistes. Vous êtes associé, le parquet est associé à cette réforme du code de la route. On sait que c'est une compétence calédonienne, mais votre avis est sollicité, voire vos conseils? Alors, nous souhaitons que la justice, effectivement, participe à ces travaux. C'est très, très important. Il y a un certain nombre d'axes qui ont déjà été soulignés, notamment auprès de la DI3T. Et nous espérons, effectivement, pouvoir compter dans les décisions qui seront prises sur les projets de texte. Et cette cellule de prévention des abus d'alcool qui n'existe pas, disiez-vous, c'est une compétence locale. Là aussi, elle devrait être créée par les Calédoniens? Le territoire a son champ de compétences donc, en matière de santé publique. Et donc, il revient au territoire, donc au gouvernement, de porter cette problématique des addictions à l'alcool dans son domaine de compétences, la santé publique. Et donc, effectivement, cette cellule qui pourrait effectivement avoir une puissance d'action, finalement, notamment dans le domaine de la prévention, manque énormément. Nous n'avons pas finalement de pilote sur cette problématique. Et c'est bien regrettable. Et il faudrait que cette cellule, effectivement, déploie un vrai plan d'action puissant, recouvrant l'ensemble du territoire. Et dans un territoire où l'alcool est encore une fois un problème majeur, vous en appelez, on imagine, à l'exemplarité? Oui, je pense que chacun doit... Et elle n'est pas toujours là. Chacun doit se montrer exemplaire. En tout cas, chacun doit se montrer effectivement responsable, notamment quand on occupe des niveaux de responsabilité dans les différents champs d'activité ou décisionnels du territoire. C'est très important de montrer l'exemple. Et la justice notamment aux jeunes. Et la justice est bien sûr impartiale, quel que soit le niveau ou la personnalité du délinquant qui a été pris en conduite alcoolique, voire en récidive de conduite alcoolique. Le traitement judiciaire est décliné de manière impartiale, objective et j'allais dire indépendante aussi. On parlait de l'alcool cause d'un certain nombre de violences et notamment les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes. Là encore, c'est un record. Enfin, la Calédonie semble être dans le très mauvais élève en la matière, avoir un record de ce type de violence. Ça s'explique comment? Et comment on y répond? C'est peut-être l'essentiel. Alors effectivement, la Nouvelle-Calédonie reste le territoire le plus impacté au plan national par ces violences intrafamiliales. Il y a deux facteurs d'explication. D'abord, la Nouvelle-Calédonie, finalement, est une société à composante, à dimension très patriarcale, encore. L'égalité homme-femme n'en est qu'à ses balbutiements, à mon avis. Et je crois qu'il est important, en tout cas, et c'est tout l'objet aussi du travail mené par Isabelle Chamorro, avec toute l'énergie qu'on lui connaît, de décliner des actions, notamment auprès des jeunes. C'est l'éducation à la citoyenneté qui doit aussi intégrer
ces principes d'égalité homme-femme et dans toutes les communautés de ce territoire. Et donc, effectivement, c'est ce premier aspect, ce premier paramètre qui joue. Le deuxième paramètre, c'est l'addiction à l'alcool qui vient un peu accélérer effectivement ce type d'agissement. Mais derrière des violences conjugales, même chez un individu alcoolisé, il n'en demeure pas moins que son rapport à la concubine, qui est quand même victime dans 9 cas sur 10. 9 cas sur 10 sont des femmes qui sont victimes des violences conjugales. Donc le rapport de l'auteur de violences conjugales vis-à-vis de sa concubine ou de sa conjointe est quand même un rapport complexe et en tout cas qui marque une absence d'intégration du respect dû à la compagne, à son intégrité physique, à son intégrité psychique également, dans une vie affective où, en principe, la violence n'a aucune place. Mais alors, face à l'ampleur de ce phénomène, est-ce qu'il y a des dispositifs qui peuvent être mis en place pour y répondre, pour qu'on ne soit plus le territoire de la République dans lequel il y a le plus grand nombre de violences de ce type-là? Est-ce qu'on peut imaginer des réponses adaptées? Alors nous avons décliné au niveau de l'institution judiciaire toute une série d'outils, de mesures, en lien avec la province sud. Et Sonia Backès y était très très favorable et donc nous avons pu mettre en place ce stage de responsabilisation des auteurs de violences conjugales, avec la DEPAS, avec ce service du relais qui a une expertise. Nous avons prononcé plus de 700 mesures de stage depuis février 2021 pour prévenir la récidive. Au-delà, c'est efficace, d'ores et déjà, on a le sentiment que ça marche. Alors, nous sommes en train de vérifier si une récidive de violence conjugale est intervenue pour des condamnés, effectivement, à ce stage. Donc, je ne peux pas vous donner les éléments aujourd'hui, nous les aurons dans quelques temps, mais l'idée, c'est que le travail pédagogique, l'accompagnement, effectivement, par un psychologue, même pendant 2 jours, effectivement, c'est déjà une démarche qui me semble déterminante. Après, c'est bien sûr au-delà du volet très répressif, avec des peines très très lourdes qui peuvent être prononcées contre des auteurs de violences conjugales graves ou en récidive. C'est aussi la question du soin et de l'obligation de soins. Et donc, de soins de suivi psychologique, de suivi addictologique. Et là, c'est toute la place des mesures d'accompagnement judiciaire qui sont menées sous la responsabilité du juge de l'application des peines, avec des obligations de soins, des contrôles sur la consommation par des prises de sang. Donc, toute une série de mesures qui peuvent amener aussi une évolution positive. Alors, c'est vrai que la parole s'est beaucoup libérée. Donc nous avons vu nos procédures de violence conjugale augmenter de 60% quasiment depuis 2018. Parce que les gens osent porter plainte aujourd'hui, alors qu'avant, ça restait dans l'intimité familiale. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Je pense que les victimes, dont de très très nombreuses femmes, ont bien compris que ce comportement n'était pas normal, qu'elles subissaient des faits tout à fait anormaux, souvent injustes d'ailleurs, et mal vécus au niveau psychologique. Effectivement, elles comprennent leur intérêt au moins de dénoncer ces faits. Le dépôt de plainte est parfois effectivement un peu ambivalent, mais je tiens à le redire, il n'est pas nécessaire de déposer plainte. La victime peut effectivement simplement dénoncer les faits. Elle a le droit de ne pas déposer plainte, mais en tout cas, la simple dénonciation nous permet, nous, de mener une enquête,
de déployer effectivement le travail d'investigation. Et là aussi, le retrait de la plainte eh bien, n'a aucune incidence sur le cours de la procédure, puisque le parquet poursuit systématiquement ce type de fait. Dernière observation, dans le traitement judiciaire des procédures de violence conjugale, c'est désormais le recours au placement en garde à vue de l'auteur présumé, une perquisition à domicile faite de manière systématique pour rechercher la présence d'armes, notamment d'armes à feu, et la saisie de ces armes en vue de leur confiscation. Tout ceci pour protéger les victimes de ces violences, bien évidemment. Tout un travail a été mené, notamment dans le cadre du Grenelle, avec les associations, pour développer les modes d'hébergement d'urgence des victimes, pour améliorer l'accompagnement des victimes, notamment avec les associations, des psychologues, les intervenants sociaux en gendarmerie ou en police nationale déploient aussi tous leurs efforts. Donc c'est un travail qui portera ses fruits. Je reste tout à fait positif. Et il faut maintenir ce cap du traitement de ces procédures en ce qui nous concerne avec la plus grande vigilance. Nous avons mis en place des outils de suivi, un tableau de bord trimestriel. C'est une priorité vraiment pour c'est l'une des priorités majeures. Il y a quelques priorités majeures au niveau de la politique pénale. C'est bien sûr la lutte contre les violences intrafamiliales. C'est aussi la lutte contre les cambriolages, d'une manière générale. La lutte en matière de trafic de stupéfiants, la sécurité routière, la délinquance économique et financière également, qui se traite, j'allais dire, peut-être à bas bruit, parce que les enquêtes sont plus longues, mais elles peuvent porter leurs fruits. On l'a vu récemment d'ailleurs, non? Plusieurs affaires qui ont... en revanche, dans les choses, dans les indicateurs qui peut-être vont mieux, et on avait parlé énormément, ça avait troublé un peu la vie quotidienne de beaucoup de gens, le nombre de véhicules volés est en diminution. Ça vient d'où? Ça vous confirmez? Et c'est une action conjointe des forces de l'ordre et de la justice qui a permis d'arriver à ce résultat? Alors je confirme cette baisse du vol de véhicules. Je confirme aussi la diminution du taux d'implication des mineurs sur ce type de fait. On a connu 50% de mineurs sur ce type de fait. Donc c'était bien évidemment très très élevé. L'ensemble des forces de sécurité intérieure déploient des opérations de contrôle sur réquisition du parquet de manière très très soutenue. En différents points du territoire. L'évolution aussi technique des véhicules avec effectivement des dispositifs anti-vol, là aussi, ou de trackers qui permettent très vite de retrouver le véhicule, ça permet d'aider aussi à la recherche du véhicule lorsqu'il est volé ou lorsqu'on tente de le voler. Donc l'on a quelques différents facteurs, différents leviers qui nous permettent de mieux traiter effectivement et de faire reculer en tout cas ce type de fait. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors il faut rester vigilant parce que les évolutions peuvent être très très rapides. Mais l'engagement de la gendarmerie et de la police nationale sur ce type d'infraction est très très important. Globalement, pour faire face à tous ces problèmes, à toutes ces priorités que vous venez d'énumérer, les moyens de la justice sont suffisants ou non en Nouvelle-Calédonie? Vous allez me dire non, j'imagine. On en veut toujours plus. Alors, je réponds non, effectivement, d'abord parce que le tribunal de première instance de Nouméa a été classé à la fin de l'année dernière en groupe 2 des juridictions, avec par exemple le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion. C'est quand même 600 000 habitants dans le ressort de Saint-Denis de la Réunion. Ici, nous en sommes à 270 000. Donc c'est une juridiction qui a une activité civile et pénale très très importante, qui a permis ce reclassement, ce repyramidage. C'est une bonne nouvelle pour nous.
parce que c'est déjà un signe de reconnaissance du fonctionnement normal de cette juridiction. Hein. Au niveau pénal, juste un chiffre, nous avons augmenté de 20% le nombre de condamnations pénales en 2022 par rapport à 2021. Hein, nous sommes à 4000 condamnations pénales, dont 50% à des peines d'emprisonnement ferme. Et donc, cette hausse de l'activité, c'est aussi, bien sûr, la hausse de la délinquance dans un certain nombre de catégories d'infractions, mais c'est aussi la reconnaissance de la capacité d'élucider ces affaires par les forces de police et de gendarmerie. Nous avons sur le territoire un taux d'élucidation remarquable, hein, qui pourrait effectivement rendre jaloux certains chefs de service de l'Hexagone. Hein. En matière d'atteinte aux biens, on est effectivement parfois à 60% de taux d'élucidation, quand on en est à 20% Sans vouloir dans dénigrer l'Hexagone. le travail des forces de l'ordre, l'insularité aide un petit peu, non? C'est pas un élément déterminant dans la facilité d'élucidation des... Alors, il y a effectivement une configuration, mais quand même, vous savez, pour récupérer un véhicule qui est volé à Nouméa, qui repart vers Wailou ou Canala, c'est pas forcément toujours facile de le retrouver. Mais nous mettons tout en œuvre pour le retrouver. Plus de condamnations, notamment à des peines fermes. Conséquence, on est obligé de parler du problème des prisons et du problème pénitentiaire. Un nouveau centre pénitentiaire à Koné, a priori sa vocation c'est la réinsertion. Est-ce que ça marche là aussi? Est-ce que déjà on a pu constater que les détenus qui étaient transférés à Koné arrivaient à la fin de leur peine à se réinsérer plus facilement et à ne pas être en état de récidive? Alors, c'est un établissement qui a ouvert en février dernier. Hein. Donc c'est trop tôt. Mais c'est un bel outil. C'est un bel outil, d'abord pour respecter la loi sur l'encellulement individuel, hein, dans les centres de détention, les établissements pour peine d'une manière générale. Et puis c'est un bel outil parce qu'effectivement il est doté de moyens de réinsertion en termes de formation professionnelle, de dispositifs socio-éducatifs beaucoup plus riches qu'au centre pénitentiaire de Nouméa. Donc nous verrons effectivement les évolutions, mais nous sommes dans une prise en charge, j'allais dire, tout à fait conforme, hein, des personnes détenues. Le seul but, finalement, pour les Calédoniens et pour l'institution pénitentiaire et judiciaire, c'est que les personnes qui ont exécuté leur peine recouvrent la liberté et s'insèrent ou se réinsèrent dans la société, donc ne commettent plus d'infractions. Et effectivement, le dispositif déployé au centre de détention de Koné est un dispositif qui répond à cet objectif. À l'inverse, le centre du camp Est, les conditions de détention restent toujours très problématiques. Est-ce que, alors on parle toujours d'une nouvelle prison à Nouméa, la construction éventuelle d'une nouvelle prison? C'est un véritable serpent de mer, vous avez des réponses? Alors, le constat, c'est que l'effectif au centre pénitentiaire de Nouméa est aujourd'hui de 588 personnes détenues, hein, pour 408 places. Donc, c'est effectivement un taux de surpopulation pénale très, très élevé, avec 150 matelas au sol. Il faut préciser, hein, vos auditeurs, 150 matelas au sol, parfois 4 personnes dans une cellule de 10 mètres carrés, et donc des recours qui sont portés sur les conditions indignes de détention. Donc une situation qui ne peut durer, hein, d'autant que le traitement judiciaire se développe, se fait de qualité, me semble-t-il. Hein, la justice remplit ses missions, et donc bien sûr, c'est le sujet de la construction d'un nouvel établissement, hein, qui est sur les rails. Donc une discussion, effectivement, et une concertation sont menées sur ce sujet. La question, c'est effectivement de savoir si la construction aura lieu sur le site ou sur un autre terrain. Mais en tout cas, je crois qu'il y a une détermination des décideurs politiques, hein, notamment,
de voir la situation évoluer effectivement les toutes prochaines années. Et je crois que ce projet est sur de très bons rails. En tout cas, moi, je le souhaite, hein, parce que prononcer une peine et l'exécuter effectivement dans les conditions conformes, la faire exécuter dans les conditions conformes, sont des principes qui nous sont effectivement chers, hein, avec des conditions de détention, j'allais dire, d'un niveau acceptable, avec des conditions de travail aussi pour les personnels pénitentiaires, là également adaptées. Et actuellement, la situation est très critique, hein. Et la décision donc n'est toujours pas prise pour cette nouvelle prison, même si vous me dites qu'il y a une volonté. Une fois la décision prise, il faudra la construire. Et ça veut dire que ça nous amène quand même sur plusieurs années. C'est vraiment un projet à long terme, là. Ce projet de construction demandera effectivement au moins 6 à 7 ans, hein, entre la décision, la prise de la décision et la livraison. Après, il peut effectivement être mis en place un certain nombre de mesures, hein, pour passer le cap, hein, de manière provisoire. Il est clair que la capacité du quartier de semi-liberté pourrait être vraiment augmentée, hein, et pourrait répondre aux besoins de l'établissement, et sur des mesures d'accompagnement judiciaire tout à fait adaptées. Donc l'idée, c'est bien sûr de travailler sur le principe, hein, de la construction de ce nouvel établissement, mais aussi de trouver des solutions intermédiaires, des aménagements pour réduire en tout cas ce taux de surpopulation pénale et les difficultés de gestion de l'établissement. Moi, je tiens, et ça n'est pas l'ancien directeur d'établissement pénitentiaire qui parle, hein, mais moi je tiens vraiment à saluer le travail qui est mené par la direction du centre pénitentiaire de Nouméa et les personnels, hein. Ils ont eu il y a quelques mois à gérer des périodes très compliquées, hein, avec une surpopulation pénale allant jusqu'à 630 détenus avant l'ouverture du centre de détention de Koné, des épisodes effectivement liés au Covid. Donc effectivement, ça a été un travail très compliqué pour eux, et je tiens vraiment à saluer leur professionnalisme et leur engagement. Monsieur le procureur de la République, nous arrivons au terme de ce magazine. On a évoqué à plusieurs reprises la visite possible du garde des Sceaux, du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. C'est toujours prévu? Est-ce qu'on l'attend dans les prochaines semaines? Alors il n'y a pas de décision, en tout cas il n'y a pas d'annonce, mais en tout cas nous serions l'ensemble des magistrats et personnels, hein, ravis de l'accueillir à Nouméa. Vous nous tiendrez au courant, bien sûr. Merci à vous. Merci, monsieur le procureur de la République, d'avoir accepté cette invitation dans le magazine Transparence.